Bonsoir et bienvenue dans ce Carrefour Info sur Média TV. Heureuse de vous retrouver au menu ce soir. La rubrique culture, Abdelaziz Idrissi est directeur du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain et Carolina Martinez, responsable de la collection Banco de España, reviennent en compagnie de Hanan Harat sur une exposition qui retrace l'évolution de la peinture espagnole depuis Goya. Dans le dossier du jour, Ahmed Anas Ben Qassem, chercheur en sciences juridiques à l'université Mohamed V de Rabat Agdal, analysera ce soir avec Hanan Harat le classement du Maroc dans le rapport Doing Business 2018. Le Maroc qui occupe la première place en Afrique du Nord. Mais d'abord, le journal de la rédaction. Voici les titres. À la une, il y a 100 ans, jour pour jour, la déclaration de Balfour a été publiée. Triste anniversaire pour la Palestine et jour de fête en Israël. En 1917, la Grande-Bretagne s'est prononcée en faveur de l'installation d'un foyer national juif en Palestine. La déclaration agite encore le Proche-Orient. Nouvel épisode dans la crise catalane. Une juge espagnole a ordonné le placement en détention provisoire de 8 membres du gouvernement catalan destitués. Parmi ces 8 responsables séparatistes, le numéro 2 de Carles Puigdemont, actuellement en Belgique. Le parquet espagnol a demandé l'émission d'un mandat d'arrêt européen contre lui. Et puis au Gabon, risque de suspension d'eau et d'électricité à Libreville. La société d'énergie et d'eau du Gabon est entrée en grève générale ce matin. Il revendique l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés. En commençant ce journal au Proche-Orient, triste anniversaire pour la Palestine, mais jour de fête en Israël. Il y a 100 ans, jour pour jour, la déclaration de Balfour a été publiée, l'acte de naissance d'Israël. Dans ce texte, le gouvernement britannique considérait, je cite, favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Aujourd'hui, des centaines de Palestiniens sont descendus dans la rue pour fustiger la déclaration. Le récit est signé Souha Boutaha. L'héritage de Balfour, c'est l'apartheid. C'est ce qu'indiquent des banderoles brandies aux côtés de drapeaux palestiniens devant une représentation britannique. Un siècle après la déclaration Balfour, document qui a préfiguré la création d'Israël, des centaines de Palestiniens expriment leur colère de Gaza à Ramallah, en passant par Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville sainte occupée et annexée par Israël. Les Palestiniens demandent excuses et réparations à la Grande-Bretagne. Balfour a donné la Palestine aux sionistes et il a oublié qu'il y avait une population palestinienne dans notre pays. Le pays n'appartient pas à Balfour et nous sommes ici, nous vivons ici et nous poursuivons nos revendications jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Nous avons dit au consul ce que nous voulions entendre de la Grande-Bretagne. Nous lui avons dit que nous n'imaginons pas que 100 ans après la promesse noire, les choses se passeraient comme ça. Nous demandons que l'État de Palestine soit reconnu. Au lieu de cela, les 100 ans de notre souffrance sont célébrés. Le 2 novembre 1917, il y a 100 ans jour pour jour, le ministre britannique des Affaires étrangères Arthur Balfour assurait que son gouvernement considérait favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Une étape majeure pour le mouvement sioniste. La déclaration Balfour ouvre ainsi la voie à la création de l'État d'Israël en 1948, mais également au conflit israélo-palestinien. Pour les Palestiniens, cette déclaration est à l'origine de la Nakba, la catastrophe en arabe. Cette même année, la guerre éclate et marque la fuite ou l'expulsion de 750 000 Palestiniens de leur foyer, suivi de 70 ans de conflit israélo-palestinien. Alors que l'événement divise toujours au Moyen-Orient, Londres organise un dîner d'anniversaire en l'honneur du centenaire de la déclaration de Balfour. La première ministre Theresa May a reçu son homologue israélien Benjamin Netanyahou et Roderick Balfour, un des descendants de l'auteur de la déclaration. Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle pionnier dans la création de l'État d'Israël, peut-on lire dans des extraits de son discours publié à l'avance par ses services. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a par ailleurs appelé Londres à l'humilité et non à la célébration.
On s'intéresse maintenant à la crise catalane. Ça y est, une juge espagnole a ordonné ce jeudi le placement en détention provisoire de 8 membres du gouvernement catalan destitués. C'est à l'issue de leur comparution dans une enquête pour sédition et rébellion. Parmi ces 8 responsables séparatistes, le numéro 2 de Carles Puigdemont, qui est parti en Belgique et refuse de répondre aux convocations de la justice. Un 9e qui a démissionné avant la proclamation unilatérale de la dite indépendance de la Catalogne a également été écroué, mais sera libéré des versements d'une caution de 50 000 €. Le parquet espagnol a lui demandé l'émission d'un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué et 4 de ses ministres, après le refus de comparaître devant un juge d'instruction madrilène. Avec nous en direct depuis Madrid, Marie Bolanches, notre correspondante. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les ministres du gouvernement catalan destitués, on l'a vu, viennent d'être placés en détention. Sur quoi d'abord s'est basée la justice espagnole ? Eh bien, la juge a considéré qu'il y avait un risque que ces ex-ministres catalans tentent d'échapper à la justice en partant notamment à l'étranger. De l'autre côté, les membres du Parlement sont eux repartis libres, mais ils ont une semaine pour préparer leur défense et sont placés sous surveillance policière. Vous l'imaginez bien, ces dernières décisions judiciaires sont fortement liées au fait que l'ex-président catalan soit parti en Belgique et ne se soit pas présenté ce matin devant le juge. Son avocat avait demandé qu'il puisse témoigner par visioconférence, mais apparemment cette possibilité n'a pas été retenue. Alors Marie, qu'en est-il maintenant justement du sort de Carles Puigdemont ? Eh bien, vous l'avez dit, la juge espagnole a émis un mandat d'arrêt européen. À partir de là, soit Carles Puigdemont accepte son extradition, la police belge le remettrait donc aux autorités espagnoles sous une dizaine de jours, soit Carles Puigdemont refuse son extradition et à partir de là, les autorités belges ont 60 jours pour le remettre aux autorités espagnoles. Et c'est d'ailleurs le scénario le plus probable, car depuis lundi, Carles Puigdemont dénonce un procès politique sans garantie démocratique. Ce délai prévu par le droit européen coïnciderait alors avec la campagne électorale en Catalogne, car souvenez-vous, Mariano Rajoy, avec l'article 155 de la Constitution espagnole, a dissous le Parlement catalan et convoqué des élections pour le 21 décembre prochain. L'image d'un ex-président arrêté, renvoyé en Espagne et peut-être menotté, ne sera pas sans conséquence sur ce scrutin. Merci beaucoup Marie Bolanches pour cet éclairage. Au Maroc maintenant, on zoome sur le procès de Gdimizik. Les jugements prononcés à l'encontre des personnes arrêtées et poursuivies suite aux événements tragiques survenus lors du démantèlement du campement au sud du royaume répondent à toutes les normes d'un procès équitable, conformément aux dispositions de la Constitution et aux instruments internationaux pertinents. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le Conseil national des droits de l'homme. Selon le rapport du CNDH sur l'observation de ce procès, cette conformité se manifeste à plusieurs niveaux, notamment la nature de la juridiction qui a examiné l'affaire, sa composition et les garanties de son indépendance et de son impartialité. À citer aussi la présence des parties, la transparence de son déroulement, la couverture médiatique de ses étapes et la disponibilité de la traduction simultanée de et vers plusieurs langues, dont hassani. Je vous propose d'écouter maintenant Driss Liazami, président du CNDH. Gdimizik a eu lieu devant la cour d'appel de Rabat entre décembre 2016 et juillet 2017. Le Conseil national des droits de l'homme a suivi ce procès en dépêchant une équipe de 7 observateurs qui a suivi de manière permanente les péripéties de cette audience. Nous venons aujourd'hui de présenter notre rapport final sur cette observation en concluant que ce procès a obéi, a respecté les normes du procès équitable. Un procès équitable est défini par des principes constitutionnels. Ces normes sont définies notamment à partir de l'article 20 de notre Constitution. Ils sont aussi définis dans l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Maroc est parti et que le Maroc a signé et ratifié. Quelles sont principalement nos conclusions? C'est que ce procès, c'est la nature de la juridiction devant laquelle les inculpés ont comparu, qui est une juridiction qui garantit l'indépendance de son indépendance. Deuxièmement, le temps imparti au débat. Il y a eu 31 audiences durant des semaines et des semaines qui ont permis à toutes les parties, les inculpés comme les victimes, aux avocats des uns et des autres de présenter leur point de vue, de défendre leur position. Les mesures d'instruction qui ont été déployées, il y a eu
des preuves matérielles, notamment des CD. Il y a eu aussi les déclarations des inculpés eux-mêmes devant la police judiciaire, mais aussi devant le juge d'instruction, en présence de leurs avocats. Il y a aussi les expertises médicales que la défense des inculpés avait demandées. Toute une série de mesures d'instruction a été présentée devant la Cour. Je crois aussi que la transparence de la procédure, sa publicité, vous savez que la presse nationale et internationale a pu suivre ces débats. Les observateurs nationaux et internationaux ont pu assister à toutes les étapes sans aucun empêchement. On a même assuré la traduction dans plusieurs langues, vers l'anglais, l'espagnol, le français, et parfois pour les inculpés au Hassani. Donc ces normes nous permettent de dire qu'il s'était agi d'un procès équitable, conformément à notre Constitution, conformément au droit international. Restant en Afrique du Nord et retour sur l'attentat d'hier à Tunis, la capitale tunisienne, là où l'un des 2 policiers poignardés par un extrémiste devant le Parlement a succombé aujourd'hui à ses blessures. L'assaillant a aussi tenté de frapper un autre policier, l'atteignant sans gravité au front avant d'être interpellé. Ce jeune homme, né en 1992 et titulaire d'une maîtrise en informatique, avait l'intention de rejoindre des groupes terroristes en Libye, pays voisin en proie au chaos depuis des années, selon le porte-parole du parquet de Tunis et du pôle antiterroriste. L'assaillant n'appartient à aucun groupe ou organisme terroriste et son acte semble être isolé, précise la même source. On se souvient de ces images sanglantes provenant de la ville syrienne de Khan Cheikhoun en avril dernier. Un rapport de l'ONU a pointé du doigt le régime de Bachar al-Assad. La Russie, elle, a parlé aujourd'hui d'un rapport superficiel et amateur concernant l'attaque meurtrière au gaz sarin sur la ville. L'attaque qui a poussé le président américain à bombarder l'armée syrienne. À Washington, la Maison-Blanche a de son côté défendu l'instance indépendante et qui a mené l'enquête. Elle estime que ses conclusions rendent la protection apportée par la Russie au régime de Bachar al-Assad encore plus incroyable. On prend maintenant la direction d'un autre foyer de tension, l'Irak. Le Premier ministre Haïdar al-Abadi est en colère. Il a accusé hier les autorités kurdes d'avoir renié l'accord sur le retrait de leurs forces de zones disputées. Ces déclarations interviennent alors que l'armée dénonce des mouvements militaires visant à empêcher son redéploiement. Dimanche soir, au terme de 2 jours de discussion, les commandants kurdes et irakiens s'étaient accordés sur un retrait des Peshmerga de zones du nord irakien, notamment un poste frontière proche de la Turquie et de la Syrie. 4 sur les États-Unis, l'attentat meurtrier de New York suscite encore les réactions. Le président américain a exprimé aujourd'hui sa volonté de voir l'auteur de l'attentat condamné à mort. Seyfoulou Sepov, un Ouzbek de 29 ans, a donc commis l'attaque la plus meurtrière dans la ville depuis les attentats du 11 septembre. Il n'a montré aucun regret après sa virée mortelle, se disant satisfait de ce qu'il a fait, selon la plainte déposée par le parquet fédéral après des interrogatoires. Aux États-Unis, toujours au Colorado, cette fois-ci, on sait un peu plus sur le tireur qui a ouvert le feu hier soir avec une arme de poing à l'intérieur d'un supermarché et tué 3 personnes. Un homme de 47 ans a été arrêté aujourd'hui selon la police locale. Selon les témoins, le tireur est entré calmement dans le magasin peu après 18h locales et a ouvert le feu sur les clients et les employés avant de sortir et prendre la fuite à bord d'une voiture rouge. Thornton, qui compte environ 120 000 habitants, est situé à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Denver. En Birmanie maintenant, il a enfin fait le déplacement. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi s'est rendue pour la première fois ce jeudi dans l'ouest du pays, là où l'armée est accusée par l'ONU d'épuration ethnique contre la minorité musulmane Rohingya. Elle a visité des villages dévastés de la région et a rencontré plusieurs communautés de la région. En revanche, Aung San Suu Kyi n'a fait aucune déclaration. Elle est très critiquée à l'étranger pour son peu d'empathie envers les Rohingyas. Notez que plus de 600 000 personnes ont fui au Bangladesh en 2 mois.
Destination l'Afrique centrale, plus exactement le Gabon, et ce risque de suspension d'eau et d'électricité à Libreville. La Société d'énergie et d'eau du Gabon est entrée en grève générale ce matin. Il revendique l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés. Le point avec notre correspondant Ismaël Obiangzi. Le syndicat national des travailleurs du secteur d'eau et d'électricité de la SEG ouvre son front de revendications. L'Assemblée générale qui vient de s'achever conclut une grève générale illimitée. Les points querellés portent sur les arriérés des primes d'eau, d'électricité, les bonus des agents allants et des gens en retraite, les allocations et autres prestations sociales auxquelles se greffe la gestion dite discriminatoire des agents SEG. Tous ces problèmes soulevés pêle-mêle auraient déjà fait l'objet d'une rencontre sans issue entre le personnel en colère et sa direction générale. Il y a eu une rencontre le 25 octobre qui, en présentant le préalable à notre partenaire, n'a pas voulu comprendre. Donc l'inspection du travail, je peux même dire tout le service est venu par le biais de son chef et 3 inspecteurs tenter la conciliation entre les 2 parties, et là aussi ça n'a rien abouti. Le synthé a néanmoins décidé d'observer un service minimum pour la production de l'eau et de l'électricité sur toute l'étendue du territoire, en conditionnant un seul point à la suspension de la grève. Le préalable, c'est celui qui gère les ressources humaines dans notre entreprise. Et parce que nous, comme je l'ai énuméré en point 5, la gestion discriminatoire des carrières des agents SEG, tout le monde est rentré pour faire carrière, mais depuis son arrivée, les agents SEG ne se retrouvent plus. La direction générale de la SEG refuse pour le moment tout commentaire à la presse au sujet de cette grève. Le service minimum pourra se restreindre au cas par cas selon les situations, affirme le syndicat de la SEG. Cette perspective sombre affectera durement les ménages librevillois où la Société d'énergie et d'eau du Gabon revendique des milliers d'abonnés. On enchaîne avec cette découverte en Égypte. Depuis 4500 ans, la pyramide de Khéops cache une surprise, une énorme cavité au milieu du monument funéraire qu'aucune théorie n'a prédite. C'est ce qu'ont découvert aujourd'hui des scientifiques au cœur de l'un des 7 merveilles du monde. Selon le co-directeur du projet Scan Pyramids, à l'origine de la découverte, cette cavité est aussi grande qu'un avion de 200 places. Depuis fin 2015, cette mission qui réunit des scientifiques égyptiens, français, canadiens et japonais scrute le ventre de la pyramide en utilisant des technologies de pointe non invasives. On vous emmène à Saïdia, ville de l'Oriental marocain. Le coup d'envoi des compétitions du premier tour de la 2e édition de l'Interclub fédéral de golf a été lancé hier matin. L'événement prend fin le 5 novembre. Plus de 100 golfeurs représentant 9 clubs nationaux participant à cette compétition. Les détails dans ce reportage de Kiltoum El Hassia sur un récit de Fayrouz Bentalb. C'est sur le golf Les Lacs de Saïdia que le choix s'est porté pour organiser la 2e édition de l'Interclub fédéral de golf. 100 joueurs, représentant 9 clubs nationaux, participent à cette compétition. 8 d'entre eux accéderont au quart de finale après les 2 phases de qualification. Le score des joueurs sera établi durant ces 2 jours et à partir de ce score, on aura un classement de 1 à 8. Le classement rend éligible à une qualification qui confère le droit de participer à la phase finale qui comprend le quart de finale, la demi et la finale. Les compétitions des tours de quart et demi-finale seront programmées respectivement le vendredi et samedi, tandis que celles du classement et de la finale le dimanche. La compétition se poursuit pour établir le classement qui nous permettra de savoir si l'on va accéder au quart et au tour final. Rappelons que la première édition de cette jeune compétition a été organisée à Marrakech en 2016. Le Royal Golf de Marrakech avait alors été couronné et demeure tenant du premier titre. Voilà pour les infos de cette édition à suivre, l'essentiel de l'actualité économique avec Oumeima Sbila. Tout de suite.